mais elle a grandement amélioré ma qualité de vie en tant que Montréalais. À quelques reprises chaque semaine, je passe devant un énorme mural. Énorme, vraiment énorme. Il est bleu, vert, jaune, vraiment vif, avec des couleurs très vives, un arbre qui s'appelle Diversity. Et cette murale célèbre la diversité qui existe dans mon voisinage. Je ne peux pas passer devant cette murale sans sentir bien, sans sentir que j'habite dans une collectivité qui est intéressée par la diversité qui est là devant moi. Il y a des murales semblables à travers toute la ville de Montréal. Et donc, ces murales touchent des milliers de Montréalais et de Montréalaises chaque jour. Pendant qu'ils font leur petit course, ils vont regarder puis ils vont se sentir bien en dedans. Ces murales sont le produit de MU, dont Emmanuel Hébert est la cofondatrice. MU est un organisme de bienfaisance dont la mission est de promouvoir le développement social et l'art public à Montréal. Emmanuel Hébert est politicologue, militante active. Elle est une des fondatrices du mouvement pour la démocratie et citoyenneté. Entre autres, elle est membre du Pont entre les générations et elle est vice-présidente du Conseil des Montréalaises. Elle a toujours travaillé pour la justice sociale et une démocratie inclusive. J'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Hébert. Merci, Monsieur Shea. C'est le plus beau cadeau, en fait, que vous venez de me faire et de faire, en fait, à tous les artisans de MU. Je vous jure que nous ne nous sommes jamais rencontrés avant, qu'il n'y a eu aucun échange d'argent d'impliquer dans sa présentation. Et en fait, votre témoignage reflète vraiment ce qui nous motive, nous, chez MU, toucher le cœur des gens avec un projet d'art. Alors, la présentation va être en français. The presentation will be in French, so if you want to go grab yourself a little piece of headset. En fait, ce que je souhaite faire avec vous ce midi, c'est partager un peu le parcours qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, avec le projet qui me permet de partager ça avec vous, et aussi un peu partager quelques réflexions qui nous habitent, en fait, depuis 5 ans. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, en fait, je vous invite à visionner dans un premier lieu une courte vidéo qui devrait vous éclairer un petit peu plus sur ce qu'est MU, ce que veut dire MU, et aussi nous permettre de se remettre dans le bain après le lunch. Jungle through the dark, girl, I never loved one like you. Boats and boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. That's true. Laughed until we went down, barefoot on the summer night. Never could be sweeter than with you. And in the streets you run free, like it's only you and me. Choose your sun and the sea. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Alors, qui veut prendre la chance? Qu'est-ce que veut dire MU? Mural? Oui et non. Alors, bien sûr, ça veut dire mural, mais surtout, en fait, pour nous, MU, c'était, en fait, un dérivatif du verbe muer.
avec une faute d'orthographe, mais qui rend ça beaucoup plus graphiquement intéressant. Et en fait, l'idée, c'était qu'à chaque fois qu'on fait une œuvre d'art, qu'on met une œuvre sur un mur, le mur prend une nouvelle peau, comme la communauté dans laquelle on intervient. Et l'idée, à la chanson aussi, où on voyait « Home, home, take me home », c'est aussi l'idée, en fait, auquel le gouverneur général, hier, faisait allusion de « sense of place », un lieu où on habite. Et chez MU, c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, on existe, en fait, depuis 2006, en organisme à but non lucratif. On est devenu un organisme de bienfaisance en 2009, basé sur l'éducation qu'on fait. Notre mission est donc de créer et produire des murales qui sont ancrés dans les communautés, d'éduquer la population à l'importance de l'art dans l'espace public et aussi, ultimement, de bâtir des communautés plus fortes et d'améliorer la qualité de vie. Pendant que je vais vous raconter notre petite histoire, vous allez voir des photos défiler derrière moi. La murale Diversity, dont nous parlait M. Shea, vous allez voir, c'est un arbre gigantesque, jaune, effectivement. Vous aurez une pensée pour lui. Et vous allez voir aussi la murale que vous avez vue en vidéo, qui en fait est des interventions que nous avons faites aux habitations Jeanne-Mance, qui est le plus grand plan d'habitation à loyer modique et le plus vieux au Québec et à Montréal, au centre-ville de Montréal, où on est depuis 3 ans. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, on peut commencer les photos. Donc, la petite histoire, en fait, nous sommes 2 avec ma collègue Elisabeth Handel, que je salue à Montréal. Et en fait, nous nous sommes rencontrés lorsqu'on était toutes les 2 des employés du Cirque du Soleil. Je fais ça très rapidement, mais ça va vous donner un contexte. Nous faisons de la tournée nord-américaine. On est allé à Philadelphie où on a vu notre inspiration. C'est un programme qui s'appelle The Mural Arts Program, qui existe depuis 30 ans. Et où, en fait, ils ont maintenant plus de 3000 murales qui ont complètement changé le visage de la ville. Non seulement à cause de la qualité des œuvres d'art, mais aussi parce que toutes leurs interventions sont basées dans la communauté et du travail avec les jeunes. On a vécu avec cette idée-là pendant de nombreuses années, on a continué nos vies, et on est arrivé à une croisée des chemins où finalement on a eu envie de faire la différence, de travailler ensemble, parce qu'il y a toujours un peu quelque chose pour nous aussi quand on intervient dans ce secteur-là. Diversity, mesdames et messieurs. Et en fait, on a décidé que comme on était amoureuse de Montréal, on allait essayer pour notre ville de faire la différence. Et c'est vraiment la ville de Philadelphie qui nous a inspirés et nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui sans eux puisqu'ils ont été d'une générosité sans borne. On est donc parti d'une vision, en fait, comme je vous disais, du désir de faire la différence, de créer quelque chose dont la finalité serait l'impact social, des communautés et des milieux de vie plus forts et aussi de mettre de l'art, de la beauté dans nos vies. Quand on est souvent dans un mode de survie, que ce soit économique ou encore juste par rapport à nos BlackBerry, nos tweets, ce qu'on est supposé de faire, on oublie de respirer, on oublie qui on est, et finalement, les œuvres d'art souvent nous permettent de prendre une grande bouffée d'air. Donc, on voulait aussi innover, sortir des sentiers battus et pas attendre après d'autres. Et en un sens, c'est un petit peu pour moi la définition de l'entrepreneuriat social, qui est de plus en plus populaire à la fois dans notre secteur de charity puis des organismes à but non lucratif, mais aussi dans d'autres secteurs. Et on a donc pris notre rêve, qui était assez fou, assez novateur. On est parti avec nos livres de Philadelphie, parce qu'on n'avait jamais réalisé de mural. On est allé voir des gens, des partenaires qui ont cru en nous et qui sont toujours nos partenaires à ce jour. Donc nous, en fait, on base notre philosophie autour de 2 axes d'intervention qui nous permettent, en fait, qui illustrent des credos. À la fois que dans nos interventions, le processus est aussi important que le résultat. C'est sûr qu'il faut penser au résultat, puis il faut faire ce qu'il faut pour arriver au résultat, mais on ne peut pas négliger la façon dont on y arrive. À l'inverse, le résultat, les murales, sont aussi importantes que le processus. Et la base du succès, c'est que finalement, les œuvres finales sont fortes. Évidemment, le rapport à l'art est individuel, on peut trouver ça plus beau, moins beau, mais on reconnaît la qualité. On veut aussi que les murales qu'on crée aient du sens, créent du sens. On ne veut pas aller faire de la décoration parce que l'impact dans la communauté va être bien moindre. Ou va être en fait, ça va être youpi, on a une nouvelle murale, puis 2 jours après, les gens vont avoir oublié. Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte, au début, c'était juste des mots qu'on avait entendus à Philadelphie, mais après 5 ans, on se rend compte que c'est vrai, c'est que la murale devient un levier pour d'autres changements sociaux. C'est le premier pas, on dit haut et fort ce qu'on veut faire, où on veut aller, tout d'un coup, les gens changent leur perception et ça entraîne d'autres changements. Donc, comment on y arrive? Parce que c'est beau, c'est grand. En fait, on a vraiment axé sur 2 volets. La démocratisation de l'art. Donc, amener l'art dans la rue, faire en sorte que tous aient accès à l'art, c'est un droit, peu importe où on habite. À Montréal, il y a le quartier des spectacles, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est extraordinaire, mais c'est au centre-ville. Quand on habite loin, il n'y a pas accès.
Donc, susciter une expérience esthétique dans l'espace public, soutenir des artistes, créer des rencontres informelles entre les artistes et les résidents. Souvent, quand en art visuel, on va dans une galerie, peut-être que l'artiste est mort. S'il est vivant, peu de chances qu'on le rencontre. Et voir un artiste créer, ça quelque chose de magique. L'autre axe, c'est le développement social. Donc, poser un geste de propreté et de beauté, comme je vous disais, qui entraîne la revitalisation des secteurs, hausse du sentiment de sécurité, d'appartenance, de fierté, d'embellissement. Occuper notre espace public, parce que c'est ça aussi pour nous, faire des communautés plus fortes, c'est qu'on soit dehors, qu'on partage ensemble dans le même espace nos vies et qu'on s'y engage. Et on implique aussi dès le départ les communautés immédiates, les tables de concertation, les groupes communautaires, les élus, les propriétaires de murs. Donc, c'est en amont de la création, on réfléchit avec eux sur la direction artistique des projets, bien que ce soit les artistes qui signent les œuvres. On offre aussi systématiquement, c'est dans notre ADN, c'est dans nos montages financiers, des ateliers aux jeunes. Donc, l'idée ici, c'est, on trouve qu'il n'y a pas assez d'art dans les écoles. C'est assez simple. Mais surtout, on veut leur faire rencontrer des artistes pour leur montrer qu'on peut aller en art, on peut faire une différence. Et ils font leur propre projet de mural. Donc, c'est aussi une façon, sans leur faire la morale, qu'ils s'engagent dans leur communauté, des fois sans s'en rendre compte trop. Mais finalement, ils sont eux-mêmes fiers de pouvoir dire, ben moi, quand je vais revenir dans 15 ans, j'y aurai participé. On offre aussi des ateliers de mosaïque. Vous aurez vu peut-être des murales en mosaïque. Ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet d'offrir des ateliers gratuits, libres, informels, dans des milieux de vie des fois difficiles, où les résidents qui ont envie viennent à leur guise, à leur rythme, participer concrètement. Donc, ils posent eux-mêmes des morceaux de mosaïque et après ça, nous, on finit sur les murs. Et encore une fois, la participation, elle est directe. Et c'est la réalisation à la fois, le regard de l'autre, mais je vais dire en mon anglais, the sense of agency. La possibilité pour soi, à sa grandeur, où on est rendu, de contribuer puis de faire la différence. Chaque projet est unique. En fait, on est les catalyseurs. Alors, on travaille avec les propriétaires de murs, les élus de la ville, les élus des gouvernements, les partenaires privés, les partenaires publics, les groupes communautaires, les artistes, les résidents. Vous comprendrez qu'à la fin de notre saison, on est un peu fatigué. Mais en fait, c'est que ce qu'on veut faire ici avec ça, chaque groupe pourrait pas nécessairement le faire parce chaque groupe, vous avez déjà vos mandats, vos défis. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut. On veut faciliter ça. On veut mettre les gens autour d'un projet commun. Souvent, la mobilisation, le dynamisme, il existe déjà. La murale, elle n'est pas magique. Mais quand nous, on arrive, ça permet de mettre une étampe partout et de dire, voici ici, ça bouge. Ou alors, carrément, des lieux qui étaient franchement, alors on a aussi du plaisir, comme vous pouvez voir. Alors, des lieux, en fait, qui étaient décrépits en plein centre-ville, qui tout d'un coup sont totalement revitalisés à cause de l'art, parce que là, tout d'un coup, les arrondissements viennent changer les bancs de parc, les poubelles, les propriétaires changent leurs briques. Tout ça, ça engendre un travail important, et je pense que ça, c'est plusieurs personnes parmi vous peuvent partager ça, ce sentiment-là, que finalement, ce qu'on fait, les gouvernements pourraient pas le faire. D'autres corporations pourraient pas le faire et que c'est vraiment unique, dans le fond, à ce secteur-ci des non-for-profit, c'est que le travail doit être évalué peut-être avec des fois des lunettes différentes et que la capacité de faire ce travail-là a aussi une valeur en soi. Donc, notre bilan, là, dans 5 ans d'activité, on l'a fait tout récemment, alors on est bien content de pouvoir le dire. C'est 30 murales, 35 projets communautaires au graffiti, 8 arrondissements, 14 quartiers, 35 artistes soutenus, 41 emplois créés pour des étudiants en art, 500 000 $ donnés en honoraires artistiques, 1500 jeunes rejoints, 2500 adultes, et quand je parle rejoints, c'est directement, parce que je vous ai jamais vu à nos ateliers de mosaïque, mais on vous a rejoint aussi. Donc, 2500 adultes directement via des projets de mosaïque, 48 groupes communautaires partenaires, 7 HLM transformés, 4 écoles embellies et des partenariats variés. Il n'y a rien qui nous arrête, franchement. On va cogner là où on pense que ça va fonctionner. J'aimerais d'ailleurs souligner la présence de Madame Boulos de la Fondation du Grand Montréal, qui est notre partenaire depuis 2 ans. Donc, j'allais dire réaliser des murales, c'est quoi? Je pense que je vous l'ai dit et que vous comprenez l'impact. C'est aussi, en fait, sortir les gens de l'isolement, susciter des rencontres entre nous, peu importe où on habite. Qu'on soit dans des milieux riches ou pauvres, finalement, on se parle peu. Peut-être même qu'on se parle plus dans les milieux où il y a de la pauvreté. Mais c'est susciter des lieux de rencontre. On a des projets dans les écoles où on veut que les jeunes rencontrent des artistes, puissent s'exprimer
qu'on ne dénigre pas leur apport dans nos communautés. Et en fait, les murales ont ceci de particulier qu'elles prennent 6 à 8 semaines. Ce que vous avez vu tout à l'heure en 1 minute et demie, là, c'est des photos prises à toutes les 5 minutes pendant 6 semaines. Et ça, en fait, ça a un impact vraiment intéressant parce que ça crée des liens de confiance et une appropriation de l'œuvre qui est particulière. Parce qu'on voit un artiste qui, finalement, est là de 8 heures le matin à 8 heures le soir, travailler pour nous, pour notre communauté, venir embellir chez nous. Et tout d'un coup, on a un regard différent face à notre propre implication. Pourquoi est-ce qu'un artiste vient chez nous, puis nous, qu'est-ce qu'on fait pour notre communauté? Et puis finalement, mon voisin, je l'ai rencontré, puis on s'est parlé, puis on a même pu discuter de l'œuvre avec l'artiste. Donc, il y a vraiment une dynamique particulière qui se crée. C'est une approche organique et ouverte, bien sûr. Et je vous dirais que des fois, c'est beaucoup à gérer, mais on essaie de toujours garder les yeux sur c'est quoi notre résultat. C'est la murale, c'est la communauté, c'est les jeunes. Aux habitations Jeanne-Mance, on y est en fait depuis 3 ans. Et c'est important pour nous d'être là pendant 3 ans. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que plusieurs personnes ici peuvent partager avec nous. Ce besoin de prendre le temps pour créer des liens avec les gens. Quand on travaille avec des humains, c'est long. Parce que on peut pas tout d'un coup arriver puis dire oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va transformer votre vie, on va vous rendre des citoyens actifs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque personne est à un niveau différent. Il faut développer des liens avec les médiateurs. Alors nous, on travaille avec les mêmes équipes depuis 3 ans aux habitations Jeanne-Mance et on a transformé les lieux en partenariat avec les autres groupes. Les habitations Jeanne-Mance, c'est en plein cœur du centre-ville, entre les 2 pôles du quartier des spectacles. Pendant des années, c'était ghettoisé, il y avait des problèmes de drogue, de gangs, les gens avaient peur. Une grande partie des terrains appartient à la ville, c'est public, mais personne n'y allait. Et là, tout d'un coup, la perception change, il y a une ouverture sur les autres, et les gens, même les résidents, vivent dans leur milieu de vie, alors qu'avant, ils allaient se cacher, là, ça les intéressait pas. Et les jeunes, en fait, on a exposé ce qu'ils ont fait à 5 occasions. Et ça aussi, ça n'a pas été tagué. Il n'y a pas de vandalisme qui a eu lieu. Donc, il y a vraiment une puissance qui est là dans le fait d'être longtemps quelque part. Et là, des anecdotes, je pourrais être ici jusqu'à demain matin, là. On a développé des biens privilégiés. On a aidé quelqu'un à changer sa douche parce qu'il était handicapé, il ne pouvait pas se laver. On a finalement c'est à côté du Chinatown. Pendant 3 ans, on a essayé de faire en sorte que les jeunes qui fréquentent le camp de jour du Chinatown viennent. C'était pas possible. Cette année, pour la première fois, ça a eu lieu. Alors là, les jeunes qui habitent aux habitations Jeanne-Mance, ils trouvaient pas ça le fun de se faire envahir. Et là, finalement, à la fin de 2 journées à faire de la mosaïque, ils sont allés jouer ensemble au parc. Parce que finalement, c'est ce qui nous unit. Donc, en fait, ces exemples-là, ça illustre l'impact positif de la culture. Et je remercie Imagine Canada, en fait, de mettre en lumière ce que la culture et les arts peuvent faire. Parce que la culture, en fait, c'est une passerelle. Je parle français, certains parlent anglais. C'est pas grave, ultimement, parce qu'à travers l'art, on peut se retrouver, c'est un langage commun. Et c'est ça qui nous permet aussi de mieux vivre ensemble. Et c'est un outil qu'il faut pas négliger à la fois dans nos activités, que ce soit votre mission ou non, mais dans la façon dont on présente les choses. Parce que ça crée des espaces de vie dynamiques, rassembleurs, et finalement qui viennent toucher nos émotions. Et je pense que ça, c'est très important. Vous avez été le témoin direct de ça. En fait, pas toujours facile à chiffrer, hein? C'est un peu intangible. Comment on touche les émotions, comment on peut, à partir d'une émotion, on transforme notre perception de notre propre rôle, de ce qu'on peut faire. Mais je crois qu'il ne faut pas le diminuer. C'est un concept qui s'appelle la citoyenneté culturelle. Comment finalement les gens développent leur propre notion de citoyen à travers la consommation et la production de l'art. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, particulièrement ces temps politiques et économiques, où la culture est souvent le premier secteur à disparaître. Alors, je vous ai fait un bilan, en gros, de ce qu'est MU. On a bien sûr quelques leçons apprises et que j'aimerais partager avec vous, peut-être vous entendre par la suite, peut-être susciter des discussions, vous serez d'accord ou non. Un premier mot, c'est ce que tout le monde me dit là depuis que je suis arrivée lundi. Oh, mais comment vous faites pour mesurer l'impact? Hein? Les mesures. Comment, c'est quoi là? C'est extraordinaire. Alors, effectivement, c'est un défi. Bien sûr, il y a certaines données qui sont faciles. Hein? Combien de personnes sont venues à vos ateliers? Combien de personnes sont venues à votre rencontre? Je vous l'ai dit, hein? Mais on est bien fait. 2500, 1500. Mais qu'est-ce que ça reflète au-delà du nombre? C'est ça qui est plus difficile à évaluer. Surtout avec l'art, mais pas uniquement avec l'art, parce que j'ai pu discuter avec plusieurs d'entre vous.
Qu'est-ce qu'on fait pour ce qui est intangible? Et ça, c'est vraiment une question. La fierté, l'appropriation, l'estime de soi, le sentiment d'appartenir à un lieu, le bonheur, l'amélioration de la qualité de vie. C'est toutes des choses importantes. On a des témoignages, des gestes, des anecdotes, mais c'est un défi. Comment est-ce qu'on quantifie la magie? Tu sais, chez nous, on dit quand le jello pogne. Quand tout d'un coup, on est là, puis on le voit. On voit les relations qui se développent. On voit les gens qui nous disaient pas bonjour, puis qui finalement, ils viennent nous amener des crêpes, du café. Ils seront jamais dans les chiffres. Ils trouvent ça plate, la mosaïque. Il n'y a rien à faire. Par contre, ils sont touchés. Comment on peut représenter ça? Et comment on peut le transmettre à nos partenaires financiers qui, avec raison, veulent savoir qu'est-ce qu'on fait avec leur argent? Est-ce qu'il y a un impact? Donc, tout ça, c'est justifiable, mais je crois qu'il faut travailler ensemble pour trouver des indicateurs qui sont justes, qui représentent vraiment ce qu'ils sont supposés de représenter et qui veulent pas dire pour nous qu'on passe notre temps à se creuser la tête à chaque année pour se dire, bon, cet indicateur-là, ça marchait pas, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On va essayer telle affaire. Puis finalement, des fois, on passe plus de temps à se préoccuper des mesures que de notre mission. Et ça, je pense que les partenaires avec qui on est, on devrait être en équipe. On devrait être capable de se parler puis que vous nous disiez, moi, j'ai besoin de ça et que nous, on soit capable de vous dire, ben moi, je peux vous donner ça, vous avez sûrement des expertises que nous n'avons pas ou bien sur lesquelles on n'a pas le temps de se pencher. Et je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble pour dépasser une espèce de case qu'on doit, tu sais, check on the box, là, puis on écrit un chiffre, puis finalement, je pense qu'il faut aller plus loin. Puis pour y arriver, j'invite tous les partenaires ici à aller sur le terrain. Venez voir ce qu'on fait. Venez voir de visu la magie, parce qu'il n'y a rien comme tel. Il n'y a rien pour voir, suivez vos instincts, puis après on va travailler ensemble. L'autre chose, c'est que des changements sociaux, c'est long. Ça prend du temps. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de formule magique, parce que sinon, collectivement, clairement, on aurait tout réglé en 2 jours. Je vous ai parlé de ce qui se passait avec le camp chinois, ça prend 3 ans, tout ça. Mais ça aussi, il faut travailler ensemble. Puis, si à chaque année, il faut donner des mesures et des indicateurs de notre succès, mais que le travail qu'on fait, ça prend du temps, qu'est-ce que ça représente au bout du compte? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que nos actions aient vraiment un impact? Alors, vous comprendrez que là où je m'en viens, c'est qu'il faut des partenariats à moyen et long terme. Hein? Et c'est pas juste parce que tout le monde le dit, mais je pense que ça bénéficierait à tout le monde. Autant les partenaires financiers, parce que vous verriez des résultats plus concrets, et autant à nous qui pourrions vraiment travailler en profondeur. L'autre chose, c'est qu'on parle d'innovation sociale. C'est un buzzword, et je vais passer rapidement là-dessus. Pour innover socialement, il faut qu'on puisse faire des réajustements. Il faut qu'il y ait de la flexibilité. Ça peut pas être des projets qui sont hyper canés parce qu'il faut que ça réponde à des critères tellement rigides que finalement, on n'a pas l'espace pour explorer. Je pense que ça aussi, il faut qu'on travaille ça ensemble en tant que secteur. Comment on peut faire? Parce que sinon, ça finit par être des projets qui répondent à des critères puis finalement, qui sont assez conservateurs. On n'a pas cet espace-là. Chez nous, on est chanceux, on a pu bénéficier de partenaires qui nous ont cru en nous, qui nous ont laissé faire nos affaires. Ils étaient là, croyez-nous, on met nos rapports de façon diligemment, mais on a pu explorer. Et ça, l'innovation sociale, vous le savez, il faut cet espace-là. Je voudrais juste dire un mot maintenant à ceux qui sont sur le terrain. Je pense que de plus en plus, l'entrepreneuriat social, ça rejoint les jeunes, ça nous rejoint, et il faut qu'on se permette de voir les choses et de faire les choses différemment, de repenser nos pratiques pour être créatifs, pour importer certaines pratiques du secteur privé dans nos propres pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on a vendu notre âme au diable. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus intègre. Mais il faut se défaire de dogmes ou en fait des pratiques qui peut-être elles aussi sont devenues rigides. Chez Mu, un de nos succès, honnêtement, c'est le PR. Et moi, j'étais tellement pas bien au début avec ça, là. Ma collègue doit rire en ce moment que je partage ça avec vous parce que je disais, mais non, on peut pas mettre $1000 en PR, là, voyons donc, c'est notre mission, on le prend. Puis là, on fait comme le privé, mais on n'est pas supposé, parce qu'on est supposé d'être un charity, puis c'est pas productif, parce que finalement, peut-être qu'en dépensant
$1000 employeur, vous allez être capable de faire beaucoup mieux votre mission parce que tout d'un coup, les gens vont savoir que vous existez, vous allez rejoindre d'autres partenaires. Donc, je pense qu'il faut se permettre ça aussi comme secteur, cette réflexion-là, surtout si on veut garder les jeunes leaders et les jeunes employés. Parce que l'entrepreneuriat social, c'est ça qui se passe en ce moment. Je pense qu'il faut être ouvert à ça. Je vais conclure. So I will conclude with the metaphor used by the Gigi. Complémentarité, en fait, entre la physique et la chimie. Moi, j'ai étudié en sciences politiques, je suis vraiment nulle en sciences, mais j'ai été capable de comprendre sa métaphore parce qu'elle m'a touchée particulièrement. Tout à l'heure, je vous ai dit que chez MU, on est des catalyseurs. Puis là, je suis allée voir dans mon Larousse, catalyseur. Oui, c'est bien de la chimie, c'est pas de la physique. Et en fait, ça correspond tout à fait à l'image qu'il a donnée. MU, ce que l'on fait, c'est de la chimie. Souvenez-vous, hier, il disait que des fois, certaines actions, c'est une goutte de colorant dans le verre d'eau, là, c'est sa métaphore de la magie. Et on peut savoir exactement combien de personnes on a touché. Des fois, c'est une petite goutte dans un grand océan, des fois non. Mais finalement, on est capable, c'est clair, précis, on la voit. Puis d'autres fois, on mélange, puis là, c'est un petit peu plus long. Puis là, c'est finalement pas une goutte, mais c'est toute l'eau qui s'est changée en vin ou en peu importe. Et finalement, on a changé une culture. Et je pense que si on veut aller vers le futur, si on veut non seulement développer ce qu'on a à dire, mais aussi répondre aux besoins, il faut qu'on soit capable, comme secteur, de permettre à ces deux types, dans le fond, d'intervention d'exister. Ça veut dire peut-être pas penser qu'on doit remettre les mêmes rapports, les mêmes projets, les ci, les ça, différemment, parce que c'est seulement qu'on aura ces deux types d'intervention qu'on pourra vraiment faire une différence qui soit holistique dans le sens de complète. Alors, je vous invite à réfléchir là-dessus, mais aussi à être créatif, à pas se laisser abattre. Nous, si on s'était dit qu'il y avait une possibilité qu'on ait un échec comme le poème de Nathaniel, là, si on avait réfléchi 2 minutes à ce qui nous attendait, qu'on s'est lancé dans le vide, probablement je serais pas ici. Parce qu'on aurait eu peur. Il faut y aller, il faut se lancer, puis il faut qu'on soit capable de travailler ensemble pour qu'on se le permette. Merci beaucoup. J'ai des questions. Merci beaucoup, Madame Hubert. Comme artiste, je connais l'impact. Parfois, c'est difficile à vraiment le compter en chiffres, mais c'est un peu plus élusif, mais je sais que tu le vois là. Alors, c'est vraiment du super travail. Alors, on a quelques questions. Alors, la première question, c'est, vous avez beaucoup accompli, mais comment lancer un projet similaire ailleurs, dans d'autres villes? Alors, faut être un peu folle. Non, c'est pas vrai. En fait, nous, là, et je vais raconter un petit peu la petite histoire encore plus, mais ça va vous donner une idée. Il faut trouver des champions. Il faut trouver des gens qui vont être prêts à se commettre. Nous, on avait une idée en tête. On s'était dit, on essaye-tu de faire ça? Oui, on va faire ça 6 mois par année, ça va être super. OK, go. On était voir les gens du Cirque du Soleil qui connaissaient le programme de Philadelphie. On s'est appuyé donc sur quelque chose qui existait déjà. Puis on a dit, est-ce que vous pensez que ça se peut? Est-ce que c'est réaliste? Ils nous ont dit, ben oui. Et non seulement ça, si vous voulez le faire, on va vous aider. On va vous payer la première murale dans Saint-Michel. On n'était pas incorporés, on n'avait pas de nom, on ne savait pas vraiment comment faire des murales. Et on a fait, OK, let's go. Et après ça, on a fait ce qu'il fallait faire. On est allé une semaine à Philadelphie, on a appris, venez une semaine à Montréal, ça nous fera plaisir de vous recevoir. Mais en fait, on a bâti avec des gens, on s'est entouré de gens qui pouvaient nous aider. On a travaillé avec des muralistes la première année qui avaient déjà fait des murales. Et ultimement, on a fait beaucoup d'éducation. Et c'est ça qu'il faut faire. Appuyez-vous sur des expériences déjà existantes parce que c'est comme si les gens, des fois, ils manquent d'imagination. Alors, si on est capable de dire, ben ça, ils l'ont fait à telle place, à telle place, à telle place, là, tout d'un coup, ils vont faire, ah, OK. Donc, je commencerai comme ça, à essayer de bâtir, trouver des gens qui sont prêts à nous appuyer puis à nous ouvrir des portes. D'accord. Et la prochaine question, c'est quelle est la clé du succès dans votre initiative? Est-ce que c'est une question de leadership ou bien quels autres facteurs ont pu contribuer au lancement de vos projets? Ben, le lancement et le succès, c'est deux choses. Je pense qu'il y a une partie que c'est du leadership. Je crois qu'on a été capable de bien articuler notre vision. Et ça, je crois que c'est
primordial. Parce que, comme je vous dis, on n'avait même pas de mural. On arrivait avec les livres d'une autre ville. Il faut le faire quand même, là. Et on disait, voici ce qu'on veut faire, on a besoin de vous. Parce qu'on savait exactement où est-ce qu'on s'en allait. On savait où on voulait arriver. Puis on avait l'air de savoir comment y arriver. Ultimement, on a eu des bons instincts. Suivez vos instincts. Et je pense que c'est vraiment la capacité de voir où on veut aller, puis les gens vont suivre ça. Après ça, le succès comme tel, c'est dans le respect de nos partenaires de tout niveau, dans notre professionnalisme à tout niveau, dans notre transparence, à la fois quand ça va mal, à la fois quand ça va bien. Puis cette capacité de reconnaître, là j'ai l'air de tout voler du gouverneur général, mais d'être capable de reconnaître qu'en fait le succès, il y a une partie qui nous appartient, mais que la plus grande partie, 90%, c'est ceux avec qui on fait des partenariats, puis ceux avec qui on travaille, puis il faut jamais négliger personne. Cette prochaine question en anglais. What is the lifespan of a mural? Quelle est la durée de vie d'une murale et quel plan est-ce que vous avez pour les entretenir? Well, I can do it in English. Well. Okay. Well, the lifespan of a mural. La durée de vie d'une murale, c'est de 15 à 20 ans et la clé pour qu'elle dure, c'est que il faut faire du travail avant de peindre. Donc, nous sommes devenus des travailleurs de la construction. Il faut nettoyer le mur, il faut faire un petit peu de maçonnerie, il faut changer le truc en haut du toit, et puis il faut s'assurer que c'est bien. Il y a la couche d'après, qu'on a des bons produits. Merci à Benjamin Moore. Et eux, ça fait 5 ans qu'ils nous appuient. Ils ont vu les livres de Philadelphie. Donc, oui, c'est très, très important. Alors, le succès de MU provient qu'au début, on avait une vision globale. Dans notre budget, il y avait toujours 10% pour l'entretien du projet, pour qu'on puisse réparer des petits morceaux durant l'année, parce que il fallait le maintenir, c'est notre carte de visite. Alors, quand ils vont commencer à s'abîmer, qu'est-ce qu'on va faire? On va en faire une autre. Ça vient du bon sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Hubert. J'inviterai maintenant Monsieur Alain Pinault, président de la Conférence canadienne des arts, à venir remercier officiellement Madame Hébert. Mesdames et Messieurs, Monsieur Alain Pinault. Bonjour, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'avoir été invité à remercier Emmanuelle Hébert. C'est une jeune femme, vous avez vu le dynamisme, vous avez vu le leadership également. Ça m'a frappé quand je l'ai rencontrée pour la première fois à la réception de lundi soir. Et comme je sais que c'est une personne gentille, je sais qu'elle va me permettre de remercier quelqu'un d'autre avant elle. Je vais remercier Imagine Canada d'avoir donné une place aussi importante aux arts et à la culture dans l'organisation de ce sommet. On a été impliqués dès le début. C'est bizarre parce qu'une des choses qui me frappe, c'est que même si la plupart des organismes culturels à travers le pays, localement, provincialement, nationalement, les organisations de services, ont presque toutes le statut d'œuvre de bienfaisance, ont tous la possibilité d'émettre des reçus d'impôts. Elles sont relativement peu présentes dans le milieu ici. Il y a peu d'organismes qui font partie d'Imagine Canada. Il y a peu d'organismes qui ont les moyens, c'est une des raisons fondamentales aussi, d'être ici. À cette conférence-ci. J'en parlais avec quelques-uns des collègues qui sont du secteur, et c'est une chose sur laquelle il va falloir absolument travailler. Alors, félicitations à Imagine Canada d'avoir eu cette préoccupation-là, de reconnaître le secteur des arts et de la culture comme faisant partie du grand mouvement collectif et d'œuvres de bienfaisance. La perception qu'on a parfois, les gens disent « Ah mon Dieu, vous faites partie du domaine des arts ». On n'est pas nécessairement perçu au même niveau que la plupart d'entre vous comme faisant une contribution
à la société dans laquelle on vit. Et je pense que c'est remarquable que Imagine Canada, lui, le voit très bien. Merci donc aux organisateurs du congrès d'avoir déniché quelqu'un comme maître de cérémonie qui est un poète et qui, comme le disait, puis on va continuer à appuyer le gouverneur général, comme le disait le gouverneur général, quelqu'un qui est un archétype de ce qu'est le Canada, de ce que le Canada a de mieux à offrir d'une certaine façon, qui est l'autonomie culturelle dans un mélange qui n'est pas un melting pot. Merci beaucoup à Emmanuel qui a donné une illustration très claire justement de la contribution que les arts et la culture peuvent faire. Dans sa présentation, j'ai reconnu beaucoup de mots-clés qui allument le secteur ici dans quelques domaines d'activité que vous soyez. Il existe, soit dit en passant, des expériences parallèles à celles que décrivait Emmanuel dans d'autres villes au pays, qui parfois prennent d'autres formes ou qui arrivent au même phénomène d'embellissement urbain, que ce soit par le biais de tentatives de réduction de la délinquance juvénile ou de l'intégration dans les milieux sociaux, les arts et la culture contribuant très fortement à ce sentiment de citoyenneté, d'appartenance, mais aussi à ce sentiment de valeur personnelle qui est très importante. Vous le savez, plusieurs d'entre vous travaillez dans des secteurs où c'est un des facteurs très importants. Donc l'art comme implication citoyenne, c'était une excellente illustration du travail que nos artistes peuvent faire dans différents secteurs. Et merci beaucoup de ce dynamisme et de cette présentation extrêmement intéressante, Emmanuel. Je retiens un certain nombre de choses. D'abord il faut, et peut-être que dans le domaine des arts, c'est quelque chose qui est plus facile, c'est d'avoir des projets à objectifs multiples, qui ont plusieurs couches d'objectifs à différents niveaux et qui visent différents problèmes sociaux qui se résolvent justement dans le catalyseur qui est l'activité artistique. Également, beaucoup de créativité. Vous me racontiez, je vous l'avez pas dit ici, mais vous me racontiez que c'était impossible pour vous de fitter dans un programme de la ville de Montréal parce que c'est pas de l'art public, ça tombe pas sur tel programme, ça ne tombe. Et finalement, vous avez trouvé de l'argent au service de propreté. Comme quoi il faut être créatif et que tous les chemins finissent par mener à Rome. Ce que je retiens fondamentalement aussi de votre message, et je pense que tout le monde l'apprécie ici, c'est que on peut faire ensemble ce que personne d'entre nous n'est capable de faire seul. Et ça, je pense que c'est très important. Merci beaucoup.